Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'identité numérique régalienne avec Benoît Léger-Derville. Bonjour Benoît. Bonjour Johan. Et Nicolas Chalancet. Bonjour Nicolas. Bonjour Johan. Pour discuter avec eux, les contributeurs Non Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Et Hervé Schauer. Bonjour. Alors Benoît, en premier lieu, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oui, alors Benoît Léger-Derville, Stello, avec mon associé Nicolas Chalancet. Nous avons créé Stello il y a déjà maintenant pas mal de temps, en 2002, une société aujourd'hui d'expertise qui regroupe 8 consultants. On reviendra peut-être sur nos missions rapidement et le sujet du jour, bien entendu, mais de dire que notre activité, depuis toutes ces années, concerne l'expertise cybersécurité avec des missions d'audit, des missions d'expertise auprès d'assurance en cas de cyberattaque, une activité intéressante, et des cours à l'EGE et l'EPITA. Très bien, Nicolas. Nicolas Chalancet, donc l'associé de Benoît Léger, travaillant chez Stello, en effet, comme on l'a dit, depuis de nombreuses années. Et en effet, on est une société un peu spécialisée en cybersécurité, et notamment sur les aspects dont on va parler un petit peu aujourd'hui, qui sont, on va dire, l'identité numérique, et même plus largement, en fait, l'identité and access management. En fait, toutes les méthodes et systèmes qui permettent aujourd'hui de sécuriser l'accès à des données sur des systèmes d'information, quels qu'ils soient. Alors effectivement, il y a plusieurs définitions de l'identité numérique. Ce soir, nous allons parler de quel type d'identité numérique ? Alors ce soir, je pense que l'objectif un peu de cet épisode, c'est de parler surtout de l'identité numérique régalienne, et en se focalisant un petit peu sur ce qu'on a à la fois côté France Identité, l'application France Identité qui est utilisée aujourd'hui par plus de 3 millions de personnes, et même plus largement discuter un petit peu de ce qu'on va trouver au sein de l'Union européenne sur ce sujet de l'identité numérique qui va devenir un sujet très important dans les années à venir dont on va parler aujourd'hui. C'est déjà un sujet important. Comment les gens sont reconnus quand ils sont en ligne et comment ils sont identifiés, c'est un sujet crucial d'ores et déjà. Donc vous avez travaillé sur quel projet d'identité régalienne ? Alors si on refait l'historique, on travaille sur l'identité numérique depuis quand même plusieurs années, de même très très longtemps. Il y a eu plusieurs projets en France sur l'identité numérique. Un premier qui date des années 2000, qui n'a pas abouti, et ensuite il y en a eu 3 autres qui se sont succédés, pour lesquels à chaque fois ça a été abandonné, majoritairement pour des histoires réglementaires, plus que techniques. Et en fait, il a fallu attendre pour qu'enfin ça devienne un peu obligatoire et qu'on se lance en France sur le sujet. Il a fallu attendre que l'Europe vienne y mettre son nez et impose un règlement européen qui impose notamment 2 choses. Il y a eu l'obligation pour les États membres d'émettre des cartes d'identité au format carte de crédit et donc des cartes d'identité électroniques. Donc on s'est débarrassé de notre ancienne carte d'identité plastique au profit de la nouvelle. Et en même temps de cette carte d'identité, un règlement européen qui impose aux États membres de mettre en œuvre de l'identité numérique à l'ensemble de leurs citoyens avec une date butoir qui est fixée à la fin de l'année 2026. Donc dans un an, identité numérique pour tous les citoyens européens. Là, tu parles du règlement EIDAS ou tu parles d'un autre règlement ? Je parle du règlement EIDAS. En effet, il y a eu 2 règlements. Un d'abord sur les CNI, globalement dans tous les États d'Europe, avec une obligation d'avoir une carte d'identité avec une puce électronique, des empreintes digitales et des données numériques dedans. Et ensuite un second règlement, IDAS, et notamment sa version 2, ce qu'on appelle IDAS V2, qui impose ce qu'on appelle maintenant le wallet numérique, qui est justement cette identité numérique généralisée pour l'ensemble des citoyens européens. Alors peut-être de rajouter que sur cette nouvelle promesse du portefeuille électronique appelé wallet, il y a tout un tas de nouvelles choses qui doivent aboutir sur l'identité numérique. Et c'est de ça dont il faut parler. C'est pas uniquement sortir des photocopies, c'est quelque chose dont on peut parler ensemble ce soir, mais c'est aussi une des promesses. Sortir des photocopies, c'est-à-dire ? Aujourd'hui, on peut dire quand même que on passe, ça fait quand même 20 ans, ça va être difficile d'en sortir en quelques secondes et ça va encore prendre beaucoup d'années. Mais aujourd'hui, on passe son temps à envoyer des copies recto-verso, scannées, photos, JPEG, PDF reconstituées de nos données.
Et d'ailleurs, de très belles photocopies, souvent avec beaucoup de détails. Tu veux dire de nos pièces d'identité, de notre carte d'identité papier? Et oui, exactement. Et on continue à les envoyer. Et moi, le premier. Les dernières opérations que j'ai faites, sans entrer dans des détails, par exemple, une succession, on renvoie tout. Oui, mais enfin, on met un tatouage pour dire que ça a été envoyé dans tel cadre, à telle date, à telle personne. Ça réduit les risques. C'est Mais vrai. là, l'idée, c'est d'avoir une identité numérique qui remplace toutes ces photocopies, c'est ça? C'est exactement ça. En fait, l'objectif de l'identité numérique, elle est double. Elle va être d'abord, on va dire, en ligne. Si on parle vraiment de ce qu'est l'identité numérique, c'est vraiment le pendant de son identité dans la vie réelle, dans le monde du numérique. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir un peu prouver qui on est. Alors après, on a des méthodes de prouver un peu qui on est, de prouver qu'on existe, sans forcément divulguer tout un tas d'informations à caractère personnel. Typiquement, on peut tout à fait aujourd'hui, on pourra en parler un peu plus tard, mais c'est un peu le sujet en cours, par exemple, prouver son âge, prouver qu'on appartient à un groupe, par exemple qu'on est français, prouver sa nationalité, prouver tout un tas de choses sans forcément divulguer toutes les informations nécessaires. Et c'est un peu Alors sur l'âge, pour les auditeurs No Limite Sécu, on a fait un excellent épisode avec divers chercheurs qui montraient qu'on pouvait prouver son âge, quelle que soit la raison et l'âge, sans divulguer son identité, et qu'il y avait tous les protocoles cryptographiques parfaitement maîtrisés et connus qui permettaient de le faire. Exactement. Donc, je renvoie à cet épisode. Complètement. Et c'est la promesse de ce nouveau règlement, avec l'ensemble des spécifications qu'il porte et les obligations. Chaque État, à la fin de 2026, devra proposer, d'ailleurs de manière gratuite et libre, à chacun de ses citoyens, un portefeuille qui a ses capacités. Et ces attributs, on pourra regarder techniquement comment c'est réalisé, doivent être mis en place. Alors, il y a tout un tas de termes. On parle de relaying party pour ceux qui vont consommer en fait ces attributs. Mais ce sera vraiment une nouvelle avancée de pouvoir aller, que ce soit en ligne. On verra que ce portefeuille européen permet de voir les notions en ligne et hors ligne. C'est-à-dire il y a toujours la possibilité de faire des présentations physiques dans des systèmes où on est là in person, c'est-à-dire que la personne est à côté d'un système. Et si par exemple elle veut divulguer uniquement cet attribut qui dit qu'elle a plus de 18 ans, eh bien, les protocoles aujourd'hui permettent de le faire. On peut rentrer dans les détails, mais de manière assez sûre et assez fiable pour la première fois. Et pour que les auditeurs puissent tout de suite tester, il faut aller sur quel site web pour avoir son identité numérique en ligne? Alors, il y en a plein, mais aujourd'hui, ce sont évidemment des systèmes de test. Ah, d'accord, c'est que aujourd'hui, en bêta. Aujourd'hui, on a l'application France Identité, qui est une application de production qui permet d'avoir une identité numérique. Alors, elle ne permet pas, la version actuelle, d'avoir toutes les fonctionnalités dont vient de parler Benoît, notamment la preuve d'âge ou la divulgation d'informations en ligne. Mais j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui va être fait a priori avant la fin du mois de janvier 2026. Et ça, c'est une application à télécharger dans n'importe quel magasin d'applications de son fournisseur favori. Exactement, sur les deux environnements. C'est une application qui est fournie par l'État français, directement par le ministère de l'Intérieur et par sa direction, la NTS et France Titres, et qui permet justement de déporter son identité réelle dans son téléphone, en se basant sur la carte d'identité. Donc on arrive à sortir une partie de données de sa carte d'identité qu'on va stocker dans son téléphone et qu'on va pouvoir après utiliser à la fois, comme l'a précisé Benoît, en ligne pour s'authentifier. On peut s'authentifier avec France Connect, on peut s'authentifier sur le site pour faire une procuration de vote. Typiquement, un cas d'usage qui est intéressant sur cette partie d'identité numérique, c'est le fait de pouvoir faire une procuration de vote sans avoir à se déplacer dans un commissariat de police. Jusqu'à présent, pour faire une procuration de vote, il faut aller dans ce commissariat, montrer sa carte d'identité à un agent qui va vérifier que c'est bien la bonne personne et donc autoriser. Là, dans l'exemple du vote, il faut que les deux personnes aient fait leur identité numérique. Non, uniquement celui qui reçoit la procuration. Parce que c'est lui dont on vérifie l'identité directement. Ah ouais, c'est cool. Donc en fait, une grand-mère qui est incapable de se déplacer, mais incapable d'avoir une identité numérique, elle peut donner procuration à son petit-fils. Oui, alors j'espère que tous les petits-fils qui nous écoutent vont en profiter pour avoir 2 voix au lieu d'une. Alors a priori, ça ne sera pas possible. Bah si tu as une procuration, tu as ta voix à toi et tu as celle de ta grand-mère qui t'a donné la procuration. Oui, comme ça c'est possible. Bon, alors comment est-ce que c'est mis en œuvre ? Comme l'a dit Nicolas, ce qui est intéressant, c'est que c'est basé sur des protocoles en fait qui existent depuis toujours.
C'est-à-dire que techniquement, nous savons tous que derrière, ce sont des mécanismes classiques. On va retrouver des mécanismes de signature électronique qui sont derrière tout ça et des protocoles qui sont assez ouverts. Beaucoup de protocoles du côté d'OpenID. On peut les détailler et les parcourir ensemble parce qu'ils sont assez intéressants. Ils ont des promesses et cette promesse notamment de pouvoir sélectionner les attributs qu'on veut présenter. Ce fameux Selective Disclosure dans ce protocole, EID for VP, va permettre au porteur de ces données d'identité, lorsqu'il est interrogé par un site qui veut avoir des données, d'être à un moment sur une fenêtre de consentement. Sur son mobile, il va consentir aux données que le site souhaite voir. Il peut à ce moment-là évidemment le refuser, mais surtout il peut constater que le site ne demande que certaines données et pas d'autres. Et qui standardise tous ces protocoles ? Est-ce que c'est l'ISO, l'IETF ? Est-ce que c'est européen ? Est-ce que c'est... Alors, c'est un peu tout le monde aujourd'hui, mais globalement, pour ce qui nous concerne en Europe, c'est issu de la réglementation européenne et du règlement et des actes d'implémentation. Donc, en fait, si on reprend le règlement européen VIDAS, il va en fait faire appel après ce qu'on appelle des actes d'implémentation, qui sont des textes un peu plus techniques et qui précisent comment des fonctions de la réglementation doivent être implémentées. Et ceux-là, ils vont pointer vers des protocoles ISO. Donc, il y a une norme qu'on utilise qui est l'ISO 013-5 et -7. Les gens pourront regarder une partie pour la proximité, donc en face à face, et la -7 pour l'authentification en ligne. Et on a aussi, ça renvoie aussi vers des protocoles de l'OpenID Foundation. Donc 2 protocoles, un qui s'appelle OpenID for VP, qui veut dire Verifiable Présentation, donc c'est le fait de présenter en ligne ces informations d'identité, et un autre protocole qui s'appelle OpenID for VCI, qui est le Verifiable Credential Issuance, et qui est le protocole d'émission des éléments d'identité qu'on va mettre dans le téléphone. Donc un protocole d'émission, où typiquement on peut imaginer que quand je vais louer une voiture chez un loueur, par exemple, le loueur va émettre une attestation comme quoi il m'a bien loué un véhicule, et l'attestation qu'il va me fournir, en fait, elle va comprendre, par exemple, des informations de mon permis de conduire, des informations de mes données d'identité, et des informations sur la voiture, par exemple, sur la carte grise du véhicule que j'ai loué. Tout ça, ça va être généré dans une seule attestation, qui va être sur mon téléphone, et en fait, quand j'aurai besoin de présenter, par exemple, si je me fais contrôler par les forces de l'ordre, je pourrais présenter en un seul geste un document attestant que j'ai bien les droits à conduire, je suis bien la personne qui loue le véhicule, et voici les informations du véhicule. Juste pour préciser que là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est pour la première fois la possibilité de venir utiliser des notions de droit. Parce que souvent, et ça a été le cas avec nos titres d'identité actuels ou tout document qui est transmis, il y a souvent plus de données qu'on le souhaite, et souvent en face, la demande, c'est la demande d'un droit. Et on peut imaginer à terme, avec ces nouveaux protocoles et ce portefeuille européen, qu'on a jusqu'à un système, il n'est pas aujourd'hui vraiment encore normalisé, mais jusqu'à un système où on vient prouver un certain nombre de choses, l'appartenance à une nationalité, l'appartenance à un groupe, être plus de 18 ans, moins de 16, en dessous de 60 ans, mais sans rien divulguer d'autres. Et ça, c'est quand même intéressant parce que on aura quand même la possibilité. Ça ne veut pas dire que ces systèmes ne vont pas finir dans des systèmes d'infos. Donc, ce n'est pas la fin des data leaks. Ne soyons pas naïfs. Attention. Mais ce sera la possibilité, cette fois-ci, d'être précis quand on demande des droits et de ne pas avoir à remplir des formulaires en recommençant des ressaisies éternelles. Toutes les fonctionnalités dont vous avez parlé sont prévues pour le futur, mais d'ores et déjà, avec France Identité, on peut envoyer un justificatif d'identité. Comment est-ce que ça se passe ? Aujourd'hui, ce justificatif, donc c'est un document PDF qui est généré par l'application. L'objectif de ce document-là, en effet, c'est bien de remplacer les photocopies d'identité en minimisant les données qui vont être transmises et surtout en ajoutant dans ce document ce qu'on appelle un cadre d'usage. Le fait de dire j'ai fabriqué ce document pour tel usage, par exemple pour louer un appartement, et pour le destinataire, je vais indiquer dans le PDF réellement le destinataire qui va recevoir mon attestation d'identité. Donc c'est un document qui est généré sur l'application France Identité, dans lequel on va reprendre les données d'identité, le nom, le prénom, la date de naissance, plus ce motif et ce destinataire. Ce document il est signé électroniquement par le ministère de l'Intérieur, donc c'est un PDF signé, et en plus de la signature électronique sur le PDF, on va ajouter un QR code qui apparaît sur le PDF lui-même, qui est ce qu'on appelle un CEV, donc un cachet électronique visible. Donc c'est pareil, c'est une norme ISO d'un QR code qui contient des données
qui sont imprimées sur le PDF. On va retrouver notamment nom, prénom, date de naissance, enfin les mêmes données qui sont imprimées. Et qui elles-mêmes, ces données sont signées électroniquement par, pareil, le ministère de l'Intérieur. Ce qui permet en fait, quand on donne ce document à quelqu'un, d'abord cette personne elle reçoit un PDF, elle peut soit le vérifier numériquement si elle l'a reçu par mail, elle peut aussi le vérifier physiquement en scannant ce QR code, elle va récupérer les informations, vérifier la signature. Et ça permet de rassurer celui qui émet le document parce qu'il a son cadre d'usage qui est mis dedans. C'est-à-dire que si jamais ce document se retrouve pour X ou Y raison à un moment donné leaké, on pourra savoir précisément d'où il provient. C'est déjà une bonne première étape. Mais c'est vrai qu'il y a aussi la promesse d'aller encore plus loin un jour. C'est vraiment de répondre à des demandes précises sur la notion de droit. Est-ce que, voilà, aujourd'hui, les dossiers peuvent continuer à faire le tour. Hein, on sait qu'aujourd'hui, des dossiers de location d'appartements, le nombre d'interlocuteurs qui ont accès aux dossiers est considérable aujourd'hui. Hein. Vous avez jusqu'à 5 opérateurs qui peuvent avoir tous les éléments de votre dossier. Alors c'est vrai que ce justificatif d'identité à usage unique limite les cas d'usage et surtout on peut avoir une traçabilité d'émission de ce document et mettre une date de début et de fin, mais ça n'empêchera pas des data leaks, ça n'empêchera pas évidemment le vol de données dans les systèmes. À terme, demain, on pourrait imaginer aller un cran plus loin avec des protocoles qui font juste une vérification, un check de droit, sans forcément collectionner des données. Mais c'est évidemment une promesse qui mettra du temps avant d'arriver, puisqu'aujourd'hui, tout le monde veut continuer à collectionner un maximum de données. Et le problème actuellement, c'est qu'un grand nombre d'établissements, privés ou même publics, continuent de vouloir absolument une pièce d'identité et refusent les justificatifs France Identité. Alors, quand est-ce que ces établissements seront tenus d'accepter ces justificatifs? Moi, j'ai compris que c'était fin 2026. Là, ce sera plus possible de refuser à un moment donné, là. Il y a deux choses dans cette question. Sur le justificatif d'identité, j'ai envie de dire, c'est une problématique qu'on a en France aujourd'hui, c'est que, en fait, c'est celui qui reçoit le document qui a le droit qui a le droit d'exiger telle ou telle pièce. C'est-à-dire que celui qui contrôle une pièce d'identité, il est tout à fait autorisé à dire, moi, je veux que des permis de conduire, que des CNI ou format physique, ou j'accepte le PDF aussi. D'un point de vue juridique, le PDF, vous savez qu'en France, en fait, on a le droit de prouver son identité par toute manière. Je veux dire, si on a envie de faire un papier libre avec marqué je signe, je m'appelle Nicolas Chalancet, c'est censé être valide. Faut-il encore que la personne qui reçoit ce papier l'accepte. Et aujourd'hui, c'est ça le problème majeur qu'on a sur cette preuve d'identité PDF, c'est que la plupart des organismes qui pourraient l'accepter ne souhaitent pas l'accepter, notamment pour les quand on veut récupérer un colis par exemple, sans citer de gestion de colis, en fait, on est obligé aujourd'hui de présenter physiquement sa carte d'identité, alors qu'on pourrait en effet présenter son identité numérique ou même, j'ai envie de dire, venir avec son PDF imprimé, ce serait amplement suffisant. Donc c'est un travail qui est en cours, qui va être très très lent, ce qui va permettre de rendre ce mécanisme un peu plus coercitif en fait pour les gens qui reçoivent ça, c'est notamment, comme l'a dit Hervé, le passage fin 2026, identité numérique généralisée, et à ce moment-là, j'ai envie de dire, notamment pour les usages en ligne, ce qu'on appelle un redline party, donc celui qui reçoit l'identité, en fait, il sera pratiquement obligé d'accepter l'identité numérique de France Identité, ou même d'un ressortissant allemand ou belge qui est sur le territoire français. Alors on peut dire qu'en attendant, il y a quand même des possibilités avec France Identité aujourd'hui, Nicolas, notamment le retrait de colis dans les bureaux de poste qui est en cours et qui est quasiment opérationnel et donc très intéressant pour nos auditeurs avec France Identité. Mais il y a d'autres usages qui sont aujourd'hui possibles, en production depuis déjà plusieurs mois. C'est la possibilité, si vous avez des abonnements, notamment SNCF et Ouigo, d'utiliser France Identité pour faire un contrôle tout en un, qui est intéressant d'ailleurs. Il fonctionne à base d'un QR qui met en place un système qui permet à la SNCF d'établir un contrôle tout en un, à la fois l'identité et à la fois votre abonnement de voyage, et qui facilite cette activité. Je reviens sur la Poste parce que pour moi, ce que je trouve plus intéressant, c'est les recommander. À chaque fois, il me faut non seulement ma pièce d'identité, mais mon cabis de moins de 3 mois qui prouve que c'est toujours moi le mandataire social. J'imagine que c'est fini tout ça avec mon identité numérique. Ce sera tout intégré.
Oui, justement sur ce règlement européen, il y a deux systèmes d'identité numérique distincts qui existent. Il y a celui vraiment des ressortissants et des personnes physiques, et ensuite il y a ce qu'on appelle le wallet vraiment business, qui fait aussi l'objet d'un règlement européen. D'ailleurs, ce wallet. Donc en fait, il est prévu dans la réglementation. Ok, en fait, il y a un wallet business. C'est quoi ce wallet business? C'est C'est en exact. fait une autre identité pour ceux qui ont une identité d'entreprise ou... Alors c'est pas une autre identité, ça peut être la même, mais l'objectif c'est de dire on est capable, sur la base d'une identité qui est émise par un État, une identité régalienne, de l'associer à une identité qui n'est pas émise par un État. Notamment le fait que quelqu'un soit gérant d'une entreprise, c'est des registres qui sont pas forcément gérés par l'État directement, et donc c'est une forme d'attestation en fait où on va lier les deux. L'identité physique de la personne, l'identité de l'entreprise, avec éventuellement une gestion de droit à l'intérieur, et donc c'est ce genre de wallet qui va exister. Je pense que cette sorte de wallet business, il y a aussi, on n'en a pas parlé, mais l'identité numérique aujourd'hui, c'est quelque chose qui, tout d'un coup, fait rentrer les États dans un domaine qui n'était pas forcément le leur. C'est-à-dire que les États émettent des cartes d'identité, des passeports, des titres de séjour physiques, mais jusqu'à présent, ils n'ont jamais réellement émis d'identité numérique. Peut-être on pourrait parler de France Connect et ces choses-là, mais en tout cas, dans les autres États, ça n'était pas le cas. L'identité numérique, c'est quelque chose qui a été notamment drivé par le secteur privé pendant très très longtemps. Il y a plein, même en France aujourd'hui, il y a plein de fournisseurs d'identité privés. Et aujourd'hui, ils se retrouvent un peu confrontés avec l'identité numérique régalienne, qui vient un peu, par la force des choses, va un peu écraser tout cela. Et donc, il faut, à un moment donné, adresser des choses qui ne sont pas adressables par l'État, et notamment cette identité d'entreprise, qui ne sera jamais adressée par l'État, ce n'est pas son rôle. Et donc, il y a eu cette idée à la Commission européenne de réglementer un peu ce wallet dit business, qui permettrait à un ressortissant, par exemple français, qui est, je sais pas, qui est gérant d'une société allemande, en fait, il pourrait très bien avoir son wallet avec son identité française reliée à l'identité de son entreprise allemande, pour toutes ces Et opérations. vous, dans tout ça, vous avez travaillé plutôt sur la conception, l'architecture, la sécurité, l'audit, plutôt au niveau des protocoles, des mises en œuvre. À quel niveau vous avez bossé, vous? Oui, un peu à tous les niveaux. Au niveau protocolaire, par exemple, on est Stello. Ah oui, mais on peut pas être à la fois concepteur et auditeur. Tout à On est fait. juge et partie. Donc ça n'a pas été le cas, tout à fait. Donc on n'est pas auditeur, on fait des audits, on a la chance d'être auditeur sur d'autres référentiels, Hervé, de beaux référentiels comme le PVID, prestataire de vérification d'identité à distance. Oui, excellent épisode No Limit Fécu sur le PVID. Voilà, on a la chance avec Nicolas d'avoir audité quelques PVID et c'est un sujet qui est relié à l'identité numérique puisqu'aujourd'hui beaucoup d'entreprises font appel au PVID pour réaliser soit des KYC, enfin des Know Your Customer. Je rappelle PVID, prestataire de vérification d'identité à distance. Et qui permet à beaucoup d'entreprises aujourd'hui d'avoir une identité numérique de quelqu'un. Aujourd'hui, l'onboarding, c'est-à-dire le fait d'ouvrir un compte bancaire en ligne. Aujourd'hui, vous avez 16 ans, vos parents vous donnent l'autorisation d'ouvrir un compte en banque en ligne. Ça se fait comment ? Ça va se faire à la sortie de la plage avec ses amis. Vous avez soit un PVID derrière, donc un prestataire de vérification d'identité à distance qui va mener un certain nombre d'opérations pour vous connaître, puisque c'est son rôle, il a ses obligations. Donc il va faire une vidéo, un enregistrement, il va vous faire jouer un certain nombre de signes pour détecter que c'est pas un pré-enregistrement, puis un certain nombre de parades d'attaque, puis ensuite il va nous demander de photographier le recto, puis le verso de votre carte nationale d'identité, par exemple, pour savoir si c'est pas un faux. Il doit faire des comparaisons, etc. Aujourd'hui, une des promesses du portefeuille d'identité numérique dont on parle, c'est de venir remplacer ça. Ça va sans doute être le cas, ça va prendre pas mal de temps. Et c'est donc une des voies possibles pour un certain nombre d'acteurs d'être certain d'avoir en face des utilisateurs légitimes sans avoir à passer, par exemple, par des vidéos. Moi, j'ai gardé quelques questions pour la fin. Et en particulier, vous avez beaucoup parlé de gens qui sont sur le territoire français, qui viennent en France, etc. Mais comment marche l'autorité Racine, ou s'il y en a une, j'en sais rien, parce qu'aujourd'hui, les Estoniens ont déjà une carte électronique, les Belges aussi. Est-ce que... comment marche la reconnaissance mutuelle ? Est-ce que c'est les pays de l'EFTA ? Est-ce que c'est les pays de l'euro ? Est-ce que ça a marché Voilà. Aujourd'hui, c'est les pays membres de l'Union européenne
qui sont soumis au règlement. Et aujourd'hui, la reconnaissance, elle est faite par un nœud d'interconnexion géré par la Commission qui relie en fait les systèmes d'identification numérique de chacun des États. Pour être branché à ce système, il faut que l'État en fait fasse auditer et évaluer son système, donc à la fois nationalement sur la base du référentiel IDAS, de la réglementation IDAS. Et une fois que ça s'est fait, on monte un dossier en fait et on fait ce qu'on appelle une peer review, donc en fait une revue par les pairs où on va présenter un dossier qui montre l'architecture, les mesures de sécurité, l'analyse de risque qui a été faite, toutes les éventuelles certifications, tous les processus métiers, tout ce qui est fait en termes de sécurité, la crypto, pour montrer à la fois comment est-ce qu'on délivre cette identité numérique et comment est-ce qu'on l'utilise par la suite. Et l'objectif de cette revue par les pairs, c'est de démontrer qu'on est conforme à la réglementation européenne. Donc il y a plusieurs niveaux dans la réglementation européenne, faible, substantiel et élevé, qui sont des niveaux d'assurance de la sécurité. Le faible, si je synthétise, c'est login mot de passe. Le substantiel, c'est on va dire de l'authentification double facteur avec une vérification d'identité en face à face. Et puis le niveau élevé, on est sur une certitude que c'est la bonne personne avec une authentification au moins double facteur. Et cette revue par les pairs, elle va s'assurer justement que les États sont conformes à ça. Donc on l'a fait nous pour la France. On a soumis notre dossier à la Commission européenne. On allait défendre un peu le morceau auprès de la Commission en présentant tout ça. Donc la France a obtenu le niveau élevé. Donc la France est interconnectée. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'États qui le sont. Il y en a certains pour lesquels c'est toujours pas fait parce que le niveau de sécurité qui est présenté sur leur système ne correspond pas et n'est pas accepté par les autres États membres. Donc on a en effet des réunions à la Commission où un État membre souhaite obtenir le niveau élevé. Et les autres États discutent en disant on n'est pas d'accord avec ce que vous avez fait, vous ne l'aurez pas. Donc à vous de travailler un peu plus. D'accord, donc en fait il n'y a pas d'autorité racine ou chose comme ça, les échanges interpays passent par une API en gros. Et comment ça marche tu peux peut-être ajouter quelque chose ? Non, je voulais juste répondre à la question précédente que j'avais laissée un peu en suspens. Les différents rôles qu'on a pu avoir auprès notamment de cette longue histoire d'identité numérique, Nicolas et moi, côté Stello, ont été surtout des apports d'expertise et notamment sur les connaissances de ces normes. Et aujourd'hui sur la participation auprès de ces acteurs français dans les instances européennes. Alors, ma deuxième question, je ne vais pas parler d'IA parce que ça c'est plus un sujet pour les PVID, mais je vais parler quantique. Comment fonctionne l'agilité cryptographique, on va dire ? Est-ce que vous êtes post-quantique ou est-ce que le jour où il y a l'ordinateur quantique, tout le monde peut faire des faux papiers ? Alors aujourd'hui, on peut répondre assez facilement. Aujourd'hui, la réalité, c'est que ces systèmes n'ont pas implémenté le post-quantique en production aujourd'hui, mais la feuille de route est lancée. Donc ça va se faire au fur et à mesure des mois, puisque tous les protocoles sont là, mais il faut le prendre à tous les étages du composant. Évidemment, les composants les plus faciles, les parties logicielles avec les librairies qui sont bien disponibles, et en revanche, côté matériel, puisque ces architectures mettent en place, comme vous le savez, par exemple des HSM, Hardware Security Module. Là, ça va être plus compliqué. Il va falloir attendre les bonnes versions des bons HSM qui implémentent toute cette cryptographie. Puisqu'aujourd'hui, on peut le dire aussi, c'est un des systèmes, on n'en a pas parlé, mais au passage, on peut dire que le système aujourd'hui de France Identité est un système sans base de données. Tout à l'heure, Nicolas en a parlé, on est allé un peu vite, mais quand vous utilisez France Identité, vos données sont lues sur la carte, elles sont vérifiées, elles vont remonter côté serveur, mais ne sont absolument pas stockées. Elles vont être stockées dans l'application mobile pour être utilisées, mais il n'y a pas de base de données avec ces données. Ça, c'est assez intéressant. C'est assez rare pour pouvoir le signaler. Oui, on ne pourra pas prétendre qu'il y a encore une fuite de données, quoi. Pas pour France Identité, c'est pas possible puisque il n'y a pas de base qui contient l'ensemble des données. Il y a une base de données qui contient des identifiants de titres avec un mail de compte parce que si on a perdu son téléphone, on peut supprimer son compte et donc il faut un moyen pour y avoir accès, mais il n'y a pas de base de données qui centralise ça. Et ça, c'est intéressant, c'est nouveau. Pour revenir sur la question de Nicolas sur le post-quantique, et sur l'agilité qu'on pourrait avoir vis-à-vis de ça, j'ai envie de dire, le projet pourrait être agile vis-à-vis de la crypto post-quantique. La problématique, ça va être plutôt sur la partie normes et normalisation, puisque tout ça en fait découle de règlements, de normes, et tant que ces normes et ces spécifications techniques, elles sont pas mises à jour pour supporter les algos post-quantiques, en fait, il y aura pas de...
Il n'y aura pas de mise à jour des applications pour le supporter. Notamment parce que, comme on fait ça dans un cadre européen, et même en janvier, on fait même ça dans un cadre mondial. Hein. Aujourd'hui, par exemple, depuis 3 ans maintenant, on fait des tests d'interopérabilité, où on se déplace. Alors, souvent, moi je participe à ces tests d'interopérabilité, que ce soit en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, et on va sur ces événements d'interop avec des versions de l'application France Identité, tout un tas de données qu'on peut avoir, donc le permis de conduire mobile, la carte d'identité mobile, enfin tout un tas de types de données, et on teste les implémentations qui sont faites de ces protocoles pour être sûr que je puisse présenter mon permis de conduire à un agent de la sécurité aux États-Unis, même chose en Nouvelle-Zélande, même chose en Australie, en Italie, en Espagne. Et comme c'est des protocoles qui sont implémentés dans le monde entier, à l'ISO, à l'ETSI par exemple, la prise en compte du mode post-quantique, il faut que ce soit fait dans ces normes-là, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Oui, mais tu vois, dans TLS, il y a la sélection de l'algorithme qui s'opère. Donc, dès le début, il était prévu que les algorithmes puissent être remplacés. Si la spécification dit en dur, on doit utiliser tel algorithme, point, effectivement, là, c'est plus compliqué. Et c'est le cas aujourd'hui. C'est tout à fait le cas. Certains protocoles aujourd'hui vont jusqu'à préciser qu'il n'est pas possible de faire telle version de courbe elliptique. Et voilà, on est obligé de retomber sur des classiques, un ECDSA 256, et on ne pourra pas faire autre chose par exemple. Mais il est tout à fait, c'est une roadmap qui est prévue. C'est plus facile, je le dis, sur les bibliothèques existantes logicielles, parce qu'elles sont là, elles sont disponibles. Mais dès qu'on va s'approcher d'un peu de matériel, ce sera un peu plus compliqué. Bon, déjà, il faut persuader les auditeurs que c'est hyper sécure. Aujourd'hui, ils peuvent faire leur identité numérique sans crainte et qu'ils arrêtent de photocopier leurs pièces d'identité papier. C'est vrai, c'est entièrement le cas. Il y a eu un grand débat, je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais un débat qui est assez intéressant sur l'identité numérique depuis une dizaine d'années. C'est toujours un peu l'histoire de dire l'État nous flique. C'est un peu le truc qu'on entend quand même assez souvent dès que l'État veut mettre en place l'identité numérique. Et en fait, il faut bien voir qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire presque malheureusement, l'État il n'a pas autant de moyens pour nous fliquer que peuvent l'avoir des grandes sociétés privées qui mangent de nos données matin, midi et soir. Donc en effet, utiliser l'identité numérique, je pense qu'il n'y a pas de problème aujourd'hui de se faire fliquer par l'État, en tout cas pas autant qu'avec d'autres entités qu'on utilise tous les jours. Et donc justement, il faut l'utiliser. C'est un moyen, en tout cas, parfait de se débarrasser de ses cartes d'identité, de son permis de conduire, de plein de choses. Enfin, je veux dire, moi, à titre d'exemple, je me trimballe pratiquement plus jamais avec mon portefeuille. J'utilise France Identité, tous les usages, à la fois le PDF signé, à la fois l'authentification en ligne. J'ai mon permis de conduire dans France Identité que je peux présenter aux forces de l'ordre de manière numérique sans avoir à présenter mon permis de conduire physique. J'ai importé mes cartes grises de mon 2 roues et donc j'ai plus besoin de me trimballer avec mes papiers. Et j'utilise ça tous les jours. Donc, allons-y, téléchargez France Identité. Et surtout, ce qu'on peut ajouter, c'est que c'est le risque d'usurpation d'identité qui est drastiquement diminué. Parce que même si on envoie un document, le document, comme tu l'as expliqué, il est utilisable dans un contexte donné, dans une période de temps donnée. Donc même si ce document fuitait, de toute façon, il ne serait pas réutilisable. Alors que lorsqu'on envoie sa pièce d'identité, elle est réutilisable ad vitam. Hervé, tu parlais d'ajouter un filigrane. Un filigrane, ça se retire assez facilement maintenant. Alors, pas les miens. Oui, mais l'ajout de filigrane, Hervé, n'est pas à la portée de tout le monde. Des hôtels qui font encore des photos... Alors d'abord, c'est chiant à faire et ça prend du temps, donc c'est pas du tout intéressant. Non, c'est juste que moi, je suis un surexcité qui le fait, mais c'est pas une solution d'avenir. Ouais, le watermarking et la traque des traites, mais voilà, on a envie de dire, aujourd'hui, on voit encore des hôtels qui font des photocopies du passeport que vous leur remettez. Donc, en gros, vous dormez une nuit et votre passeport reste des années. Et on ne sait pas où c'est stocké. Enfin, si, on finit par savoir que ça a été stocké quelque part dans /san/ c'est mal stocké, c'est compliqué. Aujourd'hui, France Identité, c'est un pas réel pour essayer de sortir de ça et pour essayer de dominer ça. Mais comme on l'a dit, ça va prendre du temps. Peut-être, il y a aussi, on n'en a pas parlé, il y a l'idée de pseudonymisation aussi. C'est la possibilité, ça rejoint les notions de droit et de groupe. Vous avez plus de 18 ans, vous avez le droit à telle prestation, mais vous pourriez aussi imaginer des systèmes où votre identité est vérifiée et derrière, vous êtes sur un site ou chez un partenaire sous un pseudonyme.
que vous avez déclaré. Et en cas de nécessité, si vraiment il doit y avoir une enquête ou s'il doit y avoir des éléments et on doit remonter à la source, il y a les moyens ensuite de le faire, mais je dirais calmement, sans que aujourd'hui les différents intermédiaires aient tous les éléments. Ça prendra du temps. Je rappelle que c'est quelque chose qui existe dans la vie papier. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont à l'hôpital sous une identité d'emprunt alors que c'est leur vrai numéro de sécurité sociale qui fait les remboursements. C'est-à-dire que, je veux dire, les Johnny Hallyday, il avait un passeport Johnny Hallyday et pas qu'un passeport Jean-Paul Smith. Donc, Jean-Philippe. Pardon, Jean-Philippe, oh là là, désolé pour les fans. C'est une troisième identité. C'est pour dire que ça existe déjà dans la vie réelle. Puis, moi, je connais les gens qui ont plein de passeports pour avoir un passeport pour certains pays, un passeport pour certains pays, etc., etc. Bon. Ok, est-ce que vous souhaiteriez ajouter le mot de la fin ? France Identité est une vraie avancée parce qu'il fait le pas qui a toujours été promis, qui est celui de pouvoir maîtriser et de tracer la divulgation de ces identités. Et donc, ce premier pas, il faut l'accompagner. Il va s'étendre avec les promesses du portefeuille européen français notamment et des États et des premiers échanges réels. Bravo, et puis que tous les auditeurs créent rapidement leur identité numérique. Et surtout que les organisations privées et publiques acceptent les justificatifs d'identité numérique. Tout à fait, mais ça viendra par les usagers d'abord. Oui, plus il y aura d'usagers qui le demanderont et plus ils craqueront. Complètement. Le message est passé. Benoît, Nicolas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Merci, au revoir.